Alors, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, on va revenir sur une étude qu'on a menée récemment avec le cabinet CCLD. On s'est posé la question de savoir si les candidats et les RH, en fait les recruteurs en entreprise, euh, savoir s'ils étaient en phase en 2022. Alors, c'est une étude qui a déjà été menée par le passé par CCLD, et cette fois-ci, on s'est associé à CCLD, notamment pour aller recueillir un maximum de retours de la part des RH. Et donc, ce matin, pour m'accompagner, donc Laure, que vous connaissez, qui est déjà intervenue lors de nos webinars. Bonjour Laure. Bonjour Christophe, bonjour à tous. Ravi Je, effectivement de vous retrouver, tout à fait. je te laisse te représenter rapidement. Oui, donc je suis Laure Domingo, je suis la directrice marketing et communication du cabinet CCLD. Le cabinet CCLD, c'est un cabinet spécialiste du recrutement sur des fonctions commerciales, industrie, compta financier, fonctions support, mais pas que. C'est aussi une agence de com RH, CCLD Média RH, et Hack for Skills, qui est un organisme de formation et de développement des compétences. Donc effectivement, voilà, je suis là aujourd'hui pour présenter le résultat de notre travail mené avec Christophe et Maïra Schlein, concernant les candidats et aussi les RH, pour répondre à la question qui est sur toutes les lèvres: est-ce que les candidats et les RH sont-ils vraiment en phase? Allez, c'est parti. Je te laisse la main. Oui. Du coup, on vous propose un voyage autour de cette étude parce qu'en fait, clairement, il est temps de pouvoir répondre à vos questions, vous RH qui nous regardez, et certainement aussi des candidats et des collaborateurs qui se sont inscrits, autour de 3 sujets. Le premier sujet, c'est de pouvoir déconstruire les mythes et de les opposer à la réalité pour répondre vraiment à la question: est-ce que candidat RH, vous êtes sur la même longueur d'onde? Ensuite, on va s'intéresser à la partie offre et demande. On est face à un paradoxe, on le sait tous, mais on va tenter de l'expliquer avec Christophe. Et on finira par une partie pour voilà, exprimer nos défis communs. Et on espère avoir plein de questions et de retours sur ces sujets-là pour qu'on puisse avancer. Donc cette étude, c'est comme l'a dit Christophe, la 5e édition, et c'est la 5e édition avec laquelle on s'associe avec Mayer Ashline. 5e édition, la première a été menée en avril 2020 sur le premier confinement, et ça me fait très mal de dire le mot confinement, parce que c'est déjà loin. Et on a mené donc 5 études, c'est la 5e. On s'est adressé à 750 candidats et 205 RH. Et la précédente a été faite en novembre, donc on va aussi mesurer les écarts entre ces 6 derniers mois et aussi la précédente édition qui avait été faite en mai, là où on interviewait les candidats et les RH de la même manière. Donc on va mesurer ensemble l'évolution de la perception entre candidats et RH depuis un an. Je commence tout de suite par la partie mythe et réalité. Vous allez le voir, on va avoir quelques surprises. La première surprise, c'est qu'en termes d'optimisme quant au dynamisme du marché du travail, les candidats et les RH ne pensent pas du tout de la même manière. On est clairement dans une situation où les RH ne voient pas le monde du travail de la même manière que les candidats. Pourquoi? Parce qu'ils sont beaucoup plus optimistes quant au dynamisme du marché du travail côté RH que les candidats eux-mêmes. Vous allez me dire, c'est certainement un peu la palissade, ça vous semble un peu logique, et on va essayer aussi de déconstruire ces mythes au fur et à mesure de la présentation. Donc on est vraiment sur un premier élément qui est important, c'est qu'ils ne voient pas le monde du travail de la même manière. Les RH sont beaucoup plus optimistes que les candidats. Alors, c'est assez simple, effectivement, comme tu le dis. Pourquoi il y a une raison à ça? C'est que les RH sont déjà beaucoup plus informés et dans le quotidien, donc déjà par la DRS, hein, ils ont des chiffres. Ils savent qu'actuellement, on est dans une période où il n'y a jamais eu autant d'offres d'emploi en France. Euh, c'est même pas comparable à une autre période. Hein. On est sur la période la plus riche en offres d'emploi. Et alors que les candidats, dans le même temps, entendent des actualités où on leur dit que potentiellement c'est la crise. Donc entre ce que disent les médias et la réalité chiffrée, il y a déjà un paradoxe. Donc il n'est pas surprenant que les candidats pensent que ça va mal et que les RH pensent que ça va plutôt bien en termes d'offres. Et on le verra, mais aujourd'hui, l'offre est bien supérieure à la demande. Tout à fait. Deuxième mythe qu'on va essayer de construire ou déconstruire sur la notion de pratique RH. On a posé la question aux candidats comme aux recruteurs ou RH, est-ce que vous avez fait évoluer vos pratiques RH depuis ces 24 derniers mois? Clairement, les RH disent qu'à 90%, ils ont fait évoluer leurs pratiques. Sauf qu'en réalité, c'est presque pas perçu par les candidats qui, eux, disent, a priori, 60% d'entre eux nous disent, oui, peut-être, les RH ont fait évoluer leurs pratiques.
Quand les RH nous disent: «On a fait évoluer nos pratiques», ils parlent principalement de recrutement à distance et de recrutement sans CV. Alors que clairement, les candidats, ont le sentiment que finalement ça n'a pas trop bougé et on va le voir au fur et à mesure de cette présentation, notamment sur la notion d'entretien, ce qui est perçu et on a perdu Christophe, ce qui est perçu et la réalité associée sur la partie entretien. Le troisième mythe et réalité, c'est que dans notre étude, on a posé la question aux candidats seulement, puisque ces 24 derniers mois, on l'a vu, le télétravail a pris de l'importance, nombreux accords collectifs d'entreprise ont été mis en place et on s'est posé la question, on a posé la question aux candidats: «Est-ce que finalement le télétravail est indispensable pour vous en termes de déclencheur?» Et du coup, on retrouve Christophe petit à petit. Rebonjour Christophe. Sur la question, donc le télétravail est-il vraiment indispensable pour vous? Est-ce que c'est vraiment un déclencheur? La réponse est non pour 57 d'entre eux, donc sur la partie candidat. Donc c'est aussi un mythe qu'on déconstruit. Ça ne veut pas dire que le télétravail, c'est absolument quelque chose sur lequel il faut revenir, pas du tout. Ça veut dire que pour les candidats, c'est pas si important que ça dans leur décision de rejoindre une entreprise ou de rejoindre un projet. Ce qui compte vraiment pour eux, et c'est le quatrième mythe, c'est que clairement, pendant que les RH se posent la question: «Comment on peut être plus attractif, en tant qu'entreprise vis-à-vis des candidats?» dans un marché où on l'a dit, il y a beaucoup d'offres d'emploi et du coup les candidats se posent des questions. Pendant ce temps-là, pendant que ces RH se posent cette question-là: «Comment on peut être plus attractif?» les candidats nous le disent clairement, ils se posent la question et ont envie de poser la question aux entreprises: «C'est quoi le projet?» On va le voir et du coup je vais y revenir, mais clairement quand on pose la question: «Qu'est-ce qui vous donne envie, vous, candidat, de rejoindre une entreprise?» ils disent tous: «C'est d'avoir un projet qui me donne envie» et aujourd'hui, dans ce qu'on observe et dans ce qu'on est allé interroger auprès des candidats, ils nous disent tous clairement: «Eh ben, en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup d'offres, mais il y a peu de projets qui donnent vraiment envie». Alors Donc ça aussi, c'est intéressant là, ce qu'on vient de voir, parce que finalement, on pourrait se dire, de la même façon, quand on écoute les médias, le télétravail, c'est le premier biais qui fait qu'un candidat va postuler. En fait, le télétravail, effectivement, c'est un aménagement en fait du mode de travail, comme la semaine de 4 jours, comme d'autres éléments. C'est un peu comme à l'époque quand les salariés disaient, moi je veux, enfin quand les entreprises se disaient, pour recruter, on va faire des espaces de travail plus chaleureux, plus dynamiques, avec le baby-foot, etc. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, le télétravail, la semaine de 4 jours, je ne veux pas dire que c'est des goodies, mais presque. Dans le sens où, si effectivement le candidat n'est pas en adéquation avec la culture d'entreprise, ne se retrouve pas dans les valeurs de l'entreprise, ne se voit pas présenter un projet de carrière intéressant, c'est pas parce qu'il y a du télétravail ou de la semaine de 4 jours ou un baby-foot ou autre qui va venir, et surtout, alors il va peut-être venir, mais surtout qu'il va rester dans l'entreprise. tout à fait, c'est très vrai et c'est vraiment ce qui est dit par les candidats à juste titre comme tu viens de l'expliquer. C'est vraiment la question: «C'est quoi le projet?» c'est vraiment cette question-là qui est revenue dans les verbatims et dans les questions qu'on a pu, poser. Ce qui nous permet d'enchaîner sur, la partie offre et demande. Comme on vous l'a dit en préambule, clairement, on est face à un paradoxe et là-dessus, c'est un peu une lapalissade, on va dire ça comme ça, tout le monde est au courant. Et tout à fait, Delphine, le fond est primordial, c'est de ce qu'on va parler. Le paradoxe est le suivant, c'est que les candidats ont envie de changer d'air au sens, donc figuré du terme, AIR, en sens, voilà, on a envie de changer d'entreprise, même si on est en poste. Dans notre étude, les 2 tiers des candidats sont en poste, donc c'est vraiment quelque chose qu'on est allé sonder. C'est aussi un changement d'air plus profond, donc plus structurel, qu'ils visent. Et en face, les RH nous disent que leurs intentions de recrutement n'ont jamais été aussi fortes. Clairement, ils ont des intentions très fortes de recrutement en volume pour 50 d'entre eux et pour quelques postes pour 40 d'entre eux. Donc on est clairement dans quelque chose où les candidats nous disent: «Oui, on a envie de changer d'air et de changer d'entreprise. Pour autant, on ne veut pas le faire à n'importe quel prix, avec un projet en face». Et de l'autre côté, les RH nous disent: «On est face à des intentions de recrutement qui sont très fortes. Cela dit, pour nous RH, il est plus difficile de recruter qu'en 2019» et c'est les RH qui nous le disent, puisqu'ils le disent à 90. Comment on peut expliquer ce paradoxe et finalement comment on peut continuer à répondre à la question: est-ce que les candidats et les RH sont-ils en phase? Clairement, ce qui est dit par les candidats et quand on rapproche au regard des RH, c'est que pour pouvoir améliorer ça et faire en sorte qu'on arrive à faire ce matching entre offre et demande,
c'est qu'il faut changer les manières de pratiquer le recrutement, changer les pratiques RH. Même si les RH, vous l'avez signalé en disant on a modifié nos pratiques, il y a encore des éléments qu'on peut faire bouger pour faciliter cette offre et cette demande. Le premier élément, en tout cas c'est ce que les candidats nous disent, c'est que clairement, ils n'ont pas le sentiment d'être entendus, écoutés par les entreprises. On le sait, le rapport de force est complètement inversé. On n'est plus dans un système de valeurs où c'est le candidat qui doit se vendre finalement pour pouvoir avoir un poste. Là, les candidats attendent vraiment un projet en face et que les RH puissent présenter quelque chose qui a de la gueule, avec des valeurs, avec quelque chose qui leur correspond. On est vraiment sur un rapport complètement inversé. Concrètement, les candidats et les RH sont alignés sur le point qui est pourquoi les candidats ont-ils envie de changer d'entreprise? Pour rappel, les 2 tiers de notre étude sont en poste. Les candidats sont en poste. Ils sont alignés sur les raisons du changement d'air. En 1, le manque de reconnaissance. En 2, la rémunération. Et en 3, le management. Pour faire un parallèle très rapide avec un an en arrière, ce qui avait été dit par les candidats, le manque de reconnaissance et le management étaient juste premier et deuxième, et la rémunération est montée. Globalement, ce qu'on doit lire entre les lignes, c'est que les RH comme les candidats pensent que l'envie des candidats de changer d'entreprise est liée au manque de reconnaissance et au management. C'est un indicateur assez clé. La deuxième chose sur laquelle ils sont alignés, candidats et RH, c'est sur les facteurs de choix. À la question « Qu'est-ce qui vous ferait choisir un projet plutôt qu'un autre ?» Les candidats répondent, c'est principalement l'adéquation entre les valeurs de l'entreprise, exprimées, travaillées, et mes valeurs à moi. Cet indicateur est l'indicateur toujours numéro 1, il l'était déjà il y a un an. Le deuxième indicateur de choix, c'est la rémunération et aussi les missions. Donc là-dessus, candidats et RH sont alignés sur pourquoi on a envie de changer d'entreprise et pourquoi on dit oui à une entreprise plutôt qu'à une autre. Ce qu'on observe aussi, et ça aussi c'est un petit peu évolué par rapport à la fois précédente, on avait posé cette question en novembre, c'est que la rémunération, finalement, c'est qu'un déclencheur. En fait, les candidats nous disent que dans les offres d'emploi, à 86% d'entre eux, il faut que la rémunération apparaisse. Cela dit, on le voit dans les facteurs de choix et pourquoi ils ont envie de changer d'air, et c'était la discussion qu'on a eue récemment avec Christophe à ce sujet, c'est qu'en fait, c'est pas ce qui les engage au quotidien, en fait, c'est pas ce qui les engage dans l'entreprise. C'est un déclencheur avec un projet, donc pour pouvoir dire oui plus facilement. Cela dit, dans le temps, on va le voir en fin de cette intervention, c'est pas ça qui les engage au quotidien. Et en fait, il y a un vrai sujet de se dire, OK, c'est bien d'attirer les candidats jusqu'à nous pour qu'ils deviennent nos collaborateurs, mais ensuite, qu'est-ce qu'on fait pour qu'ils restent dans l'entreprise? Puisque les RH nous ont dit aussi qu'ils voyaient et qu'ils avaient un sujet sur le turnover en période d'essai. Donc là, ils sont alignés plus ou moins sur ces facteurs de choix et sur ces facteurs de décision. Ouais, parce que là, on mélange effectivement des facteurs d'engagement et de motivation. L'adéquation des valeurs, c'est un facteur d'engagement. La rémunération, c'est plutôt un facteur de motivation. Et tout ce qui est reconnaissance, management, mission, c'est des facteurs d'engagement. Et on sait bien que ce qui nourrit l'engagement n'est pas nourri par des facteurs de motivation. Ils peuvent renforcer l'engagement, mais de façon potentiellement non durable. Donc la rémunération est un facteur de motivation ponctuel. Tout à fait. Ce en quoi aussi on s'est intéressé pour pouvoir rapprocher offre et demande, c'est une deuxième partie au sujet. Est-ce que réellement les RH pensent aujourd'hui candidats à chaque étape? Et du coup, comment c'est perçu par les candidats? Ce qui est intéressant dans cette partie, c'est que déjà sur la notion de canal de communication, est-ce que les RH vont finalement à la rencontre de leurs candidats avec le bon canal? Et donc, ce qu'on observe en posant cette même question aux candidats comme aux RH, c'est que, en fait, pas tout à fait, presque, pour être un peu plus optimiste. On a posé la question, messieurs les candidats, messieurs, dames les candidats et messieurs, dames les RH, quel est pour vous le meilleur canal de communication pour un premier contact? Si un candidat postule à une offre d'emploi, qu'est-ce qui se passe après? Clairement, les candidats comme les RH sont alignés sur un premier point, c'est que le téléphone est le meilleur canal de communication. C'est direct, on a les personnes en face, donc en ligne, et c'est direct. Le deuxième canal, et c'est là où il y a un point de distorsion avec les candidats, pour les RH, c'est LinkedIn. Sauf que les candidats, pour eux, placent ce canal plutôt en troisième position qu'en 2. Donc, ce que ça veut dire concrètement, pour expliquer un petit peu ça, en tout cas dans notre perception, c'est que LinkedIn, c'est bien, mais LinkedIn, quand on sursollicite et qu'on ne personnalise pas les messages, c'est moins bien. Et c'est vrai que les candidats sont plutôt en attente de contacts directs, privilégiés par le téléphone. Ce qu'on observe aussi, c'est l'entrée de WhatsApp.
Pendant longtemps, les RH se sont posé la question, et nous aussi, hein, sur la partie cabinet de recrutement, quel est le meilleur canal qu'on peut utiliser pour être en proximité? Et a priori, WhatsApp remonte en quatrième, qui ne remontait pas il y a un an. Donc clairement, ce que ça veut dire sur cette slide, c'est qu'on est presque aligné. C'est juste faire attention côté RH à se dire utiliser LinkedIn, c'est top, c'est un super outil, mais il faut pouvoir l'utiliser correctement et s'adresser en personnalisant avec beaucoup d'humanité dans les messages pour vraiment attirer l'attention des candidats. La deuxième question qu'on s'est posée, c'est clairement, qu'est-ce qui se passe pour vous en entretien, que vous soyez candidat ou RH? Clairement, les RH se disent, d'après l'étude menée avec MyRHline, se disent les candidats ne répondent pas. Quand on les appelle, ils ne répondent pas. Ou alors, ils viennent carrément pas en entretien. Et surtout, en entretien, ils n'ont pas l'air très intéressés par le projet d'entreprise. Ce qu'on s'est dit avec Christophe, c'était plutôt de se dire, pour entendre ce qui n'est pas dit, qu'on peut conseiller au RH de plutôt se dire comment je m'intéresse vraiment à eux. On voit, c'est le cas depuis plusieurs années, mais c'est le cas vraiment sur ces 24 derniers mois, on voit il y a une poussée d'individualisme qui est plutôt très forte, une poussée de recentration, enfin de recentrage sur soi, en se disant qu'est-ce que moi m'intéresse, quel est mon sens, quelle est l'utilité, quel est le projet qui me correspond vraiment. Et en fait, ce paradoxe de communication doit se révéler notamment en entretien, où le RH est dans la posture et dans l'obligation de se mettre vraiment à la portée du candidat pour s'intéresser à eux, en fait. Et c'est valable aussi sur les collaborateurs. Donc, plutôt que de vous dire, les candidats ne répondent pas, ils n'ont pas l'air très intéressés en entreprise, essayez, et c'est un sujet difficile parce qu'on est souvent pris par le temps, on a beaucoup d'entretiens à faire, etc. Dites-vous plutôt comment je m'intéresse vraiment à eux, quelles preuves je peux leur donner et quel vrai projet je peux leur exprimer. On est exactement dans le paradoxe que tu as introduit, c'est-à-dire que pendant longtemps, on a eu beaucoup de recruteurs ont eu plus de candidats que d'offres, et aujourd'hui, beaucoup d'entreprises ont plus d'offres que de candidats. Donc, on inverse complètement le process et la perception, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, avant, les recruteurs pouvaient se permettre, si je vulgarise, d'être assez éloigné finalement des candidats et de leur porter assez peu d'attention. Aujourd'hui, si vous ne portez pas une attention particulière à chaque candidat en fonction de ses attentes et de sa propre personne, ils n'iront pas au bout du process. Parce qu'ils vont venir vous voir, mais dans la même semaine, ils vont avoir 5 autres entretiens, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ou 3 ans. C'est ça le paradoxe, c'est ça aujourd'hui qui change vraiment. Et quand tu dis individualisme, je dirais non. C'est pas de l'individualisme, c'est que comme il y a beaucoup d'offres, les candidats vont aller vers les entreprises qui leur portent le plus d'intérêt et d'attention envers leur propre personne et leurs propres attentes. Donc c'est pas de l'individualisme, on doit individualiser les recrutements. C'est plutôt ça. Et ça se rapproche finalement de la notion de développement d'expérience collaborateur en entreprise. On doit avoir une expérience candidat individualisée aujourd'hui. Tout à fait, et complètement personnalisée, tout à fait, c'est le terme exact. On s'est aussi posé la question sur la notion d'entretien et qu'est-ce qui se passe. En fait, on a posé la question aux RH et aussi aux candidats de se dire, voilà, à votre avis, comment les RH et comment vous, candidats, vous êtes évalués dans les process d'entretien et ou de sélection? Ce qui nous a fait transcrire la question, est-ce que vous, les RH, vous évaluez vraiment les soft skills? Ça doit en faire sourire quelques-uns derrière leurs écrans. La réponse est, sans détour, les candidats pensent que non. Christophe, tu le souligneras peut-être en complément de ce que je vais dire, mais c'est vrai qu'on est quand même soumis sur la partie RH à une pression médiatique très forte sur la partie soft skills. Donc, on a un peu le sentiment dans cette étude, et sans faire aucune provocation, de se dire que les RH se sentent obligés de répondre à la question ce qui est important pour vous en matière de recrutement avec les mots suivants. En 1, les soft skills, en 2, la motivation, et en 3, l'expérience professionnelle. On voit le soft skills qui est, selon les RH, évalué principalement en entretien. Côté candidat, ça ne semble pas tout à fait être la réalité vécue, parce qu'à la question « Qu'est-ce qui est perçu par vous, les candidats, comme important pour les RH en matière de recrutement et d'entretien ?» les candidats répondent en 1, l'expérience professionnelle, en 2, le CV. Donc, qu'est-ce que ça peut signifier? C'est que concrètement, par rapport à une perception qu'on a de vraiment évaluer les soft skills, puisque c'est vraiment le sujet qu'on doit évaluer, finalement, en entretien, les candidats ne semblent pas vraiment avoir cette impression. Alors, il y a 2 choses là-dedans. Il y a effectivement le fait qu'on rabâche à la fonction RH depuis, on va dire 3 ans
de façon très forte que ce qui est le plus important aujourd'hui dans l'évaluation des profils, c'est effectivement la notion de soft skills. Donc, peut-être que dans les réponses, nous, médias RH, on influence aussi la fonction RH à se positionner là-dessus. Et ça veut dire aussi autre chose, ça veut peut-être aussi tout simplement dire que les RH pensent évaluer les soft skills dans leur démarche d'entretien, mais ne sont pas outillés pour le faire. Donc, le candidat ne peut pas le percevoir à partir du moment où l'entreprise n'est pas outillée pour le faire. Ça peut aussi vouloir dire ça. C'est vrai, tout à fait. On est allé aussi un petit peu plus loin par rapport à cette partie en parlant de la question des méthodes. Tu en parlais justement à juste titre, Christophe, sur la notion de méthode d'évaluation, sur les outils d'évaluation des soft skills. Clairement, on allait chercher aussi cette réponse autour de l'Assessment Center. Donc, l'Assessment Center, c'est un mix, donc plutôt des entretiens collectifs qui peuvent se faire à distance ou en physique, qui mêlent mise en situation, entretien individuel, et surtout l'objectif, c'est de mesurer, d'évaluer des comportements observables pour aller chercher justement des soft skills qui vont correspondre à un poste qu'on recherche. À cette question, puisque en tout cas chez CCLD, c'est un sujet auquel on croit très fort, l'Assessment Center, on est donc allé chercher les RH et les candidats sur ce sujet, en disant finalement l'Assessment Center, on en parle beaucoup, on a peut-être une image un petit peu vieillissante ou vieillotte, mais est-ce que c'est réellement mis en œuvre en entreprise pour aller évaluer et du coup travailler plutôt sur du recrutement prédictif et ou durable? A priori, en entreprise, côté RH, c'est une méthode qui n'est pas suffisamment utilisée. Ils disent notamment que 54%, donc c'est 1 sur 2, des RH mettent en œuvre des assessment centers, alors que cette méthode d'évaluation est connue par eux à hauteur de 80%. C'est-à-dire que les RH connaissent la méthode de l'assessment center, mais la mettent en œuvre à hauteur de 1 sur 2. Alors qu'on Et sait... pas pour tous les postes, non ? Pardon ? Et pas pour tous les postes. C'est ça, et pas pour tous les postes, exactement. Et en face, on sait, et ça c'est issu de notre étude de mai de l'année dernière, on sait que l'Assessment Center est plutôt bien perçu et bien vécu par les candidats, puisqu'ils nous le disent qu'à 100% d'entre eux, donc c'est une partie du questionnaire qui avait été administré aux candidats chez nous qui ont pu participer à des Assessment Centers pour nos clients, nous disent à 100%, ça permet l'évaluation de l'ensemble de nos talents. À 100%, ça permet d'influencer le choix positif de rejoindre une entreprise au regard notamment des mises en situation qui placent dans un univers plutôt concret. Même si on est dans un univers concurrentiel dans ces mises en situation, ça permet vraiment aux candidats d'être à l'aise et d'exprimer leur potentiel. Et surtout, à 85%, selon les candidats, ça leur permet une évaluation plus objective. Moi, ça me pose une question quand je regarde la partie d'en haut de cette slide où on a posé aussi la question avec Christophe, est-ce que finalement, vous, les RH, vous disposez d'un référentiel de compétences dans l'entreprise? Puisque tu l'as dit tout à l'heure, à juste titre, que clairement, est-ce que les RH disposent des outils pour évaluer les compétences? Et la réponse à cette question est 40%. C'est-à-dire 40% des recruteurs déclarent avoir un référentiel de compétences dans leur entreprise. C'est un vrai sujet. Alors, je vais même aller plus loin parce qu'en parallèle de cette étude, on a mené une autre étude qui va sortir là courant mai, où on a posé la même question avec un peu plus de niveau de finesse. On arrive pareil à peu près, je crois, 38 ou 39% des entreprises qui disposent d'un référentiel de compétences. Et ensuite, on leur a demandé s'il était à jour. Et sur ces 40%, il n'y a que 13% des entreprises qui ont un référentiel à jour. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, les entreprises ont du mal à recruter, mais elles n'ont aussi pas la compétence de leur propre référentiel interne, puisqu'ils ne sont pas à jour. Donc, ça pose un véritable problème. Pour revenir sur la notion d'assessment center, moi j'y vois un autre aspect, c'est que l'assessment center, quand j'en parle avec des DRH, ils vont me dire « Ah, ça existe encore ». Pour eux, c'est un processus vieillissant. On ne sait pas pourquoi. C'est, dans leur imaginaire, c'est quelque chose qui est peut-être dépassé, remplacé par des outils digitaux, alors que pas du tout. L'assessment center, ça peut d'ailleurs mettre en scène des outils digitaux en début d'assessment. Ensuite, des mises en situation de travail. Ça permet de rencontrer généralement un membre du CODIR, des managers, des futurs collègues. Donc, ça permet une immersion totale au sein de l'entreprise. Et puis,
dans l'imaginaire collectif du monde des ressources humaines, l'assessment center, ça coûte cher, ce qui est complètement faux. Parce que quand on regarde un processus d'assessment center par rapport à un processus de recrutement classique, l'assessment center est bien plus rentable en bout de course. Tout Et à fait. bien moins coûteux et permet de convertir plus de candidats en collaborateurs. Donc, c'est une vraie opportunité aujourd'hui et je pense que c'est une des opportunités qui permet justement de répondre à la problématique du candidat qui est de se dire je veux être considéré en tant que moi, pas en tant qu'un candidat. Donc, ça permet d'avoir une relation ultra personnalisée. Après, quand on continue sur ces chiffres de 40% référentiel de compétences, on se rend compte aussi qu'au niveau des solutions de GPEC, si on va plus loin, de GEP, de Workforce Planning, etc., bah là, quand on regarde les stats, on est à moins de 10% des entreprises qui sont équipées sur des solutions qui permettent de faire des projections en termes de scénarii sur les métiers à venir dans l'entreprise, les compétences dont l'entreprise va avoir besoin à moyen long terme, etc. Donc il y a un flagrant manque d'anticipation aujourd'hui au sein des entreprises. Ce qui du coup fait un bel enchaînement sur, nos défis, communs, puisque forcément, on est aussi allé chercher, finalement la perception des RH comme des candidats autour des cabinets de recrutement, puisque étant donné qu'on a fait l'étude en parallèle avec, MyRHline, en collaboration avec MyRHline, on s'est aussi intéressé à la perception des cabinets de recrutement, côté RH comme côté entreprise. Et en fait, ce qui se révèle, c'est que les candidats et les RH sont alignés sur ce point, c'est un vrai défi commun. C'est que clairement, le regard sur le rôle d'un cabinet de recrutement a changé côté candidat. On a posé la question aussi côté RH, est-ce que vous avez tendance à externaliser vos recrutements dans des cabinets de recrutement? La réponse est oui à 50%. C'était à 30% il y a un an et demi ou 2 ans. Donc globalement, on y va. Et c'est aussi ce qui est intéressant d'aller chercher, c'est de se dire, sans prêcher pour la paroisse CCLD, évidemment, mais c'est de se dire, voilà, côté candidat, comment un cabinet de recrutement est perçu, puisqu'on le sait, dans l'imaginaire collectif, côté candidat, un cabinet de recrutement est souvent perçu comme un intermédiaire de plus, alors qu'on peut aller directement vers l'entreprise. Et ce que les candidats nous disent, c'est que clairement, ils ont tendance à aller beaucoup plus et avoir une meilleure image d'un cabinet de recrutement, puisque ça leur permet d'avoir en face une meilleure connaissance du marché de l'emploi par des spécialistes qui, du coup, connaissent le secteur métier, etc. Ils peuvent être aussi conseillés, et c'est vraiment cette notion de conseil qui est primordiale. Et je fais le parallèle avec de l'écoute candidat qu'on met en œuvre chez nous, côté CCLD cabinet de recrutement. Ce sujet de conseil et de suivi est primordial pour eux, et ils ont besoin de le retrouver. Et le dernier point, c'est aussi, évidemment, pareil, ça paraît un peu une lapalissade, c'est d'avoir la possibilité d'avoir accès à plus d'offres d'emploi plutôt que de se dire, on va se concentrer sur une entreprise, sur une offre. Du coup, on a accès à plus de choses. Ce que ça veut dire, notamment sur cette diapositive, c'est que le regard a vraiment changé et ce qui est plutôt bénéfique pour l'ensemble du marché de l'emploi en se disant, voilà, côté candidat, on ne perçoit plus le cabinet de recrutement comme un frein, mais plutôt comme un accélérateur qui peut être aussi un appui des RH. Tout ça pour dire quoi? C'est que les attentes vis-à-vis des cabinets de recrutement sont aussi les mêmes côté candidat comme RH. Les RH qui répondent à la question pourquoi vous externalisez vos recrutements et qu'est-ce que vous attendez d'un partenariat, qu'est-ce qui vous satisfait, ils disent clairement c'est grâce à l'écoute, la transparence, la réactivité et le suivi, à la personnalisation et aux relations interpersonnelles. Donc on parle vraiment d'expérience client, d'enchantement client. Et les candidats nous disent la même chose. Ce qui fait la différence d'un cabinet de recrutement à un autre, pourquoi ils feraient plus confiance, pourquoi ils iraient plus à un cabinet de recrutement vers un autre, c'est qu'ils perçoivent rapidement dans les process de l'écoute, de la transparence, de la réactivité et surtout de la personnalisation et du conseil. C'est ça qui fait la différence. Et c'est intéressant de voir la réponse à cette question en se disant finalement ce qui rejoint tout ça, c'est un vrai projet qui vous concerne vous aussi, bien sûr les RH, c'est que le sujet principal de tout ce qu'on raconte avec Christophe depuis le départ, c'est principalement l'humain, le côté personnalisation, le côté s'intéresser à la personne. Donc s'éloigner, comme je le disais tout à l'heure, du côté individualisme, mais plutôt s'intéresser à la personne, au projet, de se dire en face, j'ai un candidat ou un collaborateur qui a besoin d'être en adéquation avec ses propres valeurs pour rejoindre un projet, et du coup, on doit se concentrer avant tout sur l'humain. Alors, c'est un problème de posture, en fait, de la part des recruteurs. C'est une évolution de la posture du métier de recruteur parce que pendant de nombreuses années, le métier de recrutement a été considéré comme un métier où on évalue,
on décrypte un CV, on vérifie que le candidat n'est pas en train de nous mentir. Est-ce que vous touchez bien 2500 euros par mois? Est-ce que vous avez des fiches de paye pour nous le prouver? Donc, on était dans quelque chose de très... finalement, on fliquait presque les candidats pour s'assurer qu'on n'était pas en train de se faire enfler. Aujourd'hui, on ne peut pas rester sur ce type de posture. Aujourd'hui, le candidat attend d'un recruteur, et en particulier dans le cabinet de recrutement, il attend presque un coach en face de lui qui va le coacher et lui dire voilà ce qu'on peut vous proposer, vous avez telle expérience, telle soft skill, voilà ce que vous pourriez faire, de l'accompagner dans son projet professionnel. Je pense qu'aujourd'hui, c'est plus facile de le faire en cabinet de recrutement parce qu'un cabinet de recrutement est un acteur indépendant et neutre. C'est un peu comme dans une relation dans l'immobilier, entre passer par une agence ou en direct. En direct, je vais pas dire à la personne votre maison, elle est bizarre, c'est quoi ce tuyau, c'est quoi ce truc. Alors qu'à mon conseiller, je vais lui dire. Et lui, ça va pas le choquer, et il va m'expliquer, il y aura plus de neutralité. Finalement, la relation candidat-recruteur, aujourd'hui, elle est en train de se normaliser et d'aller, j'allais dire presque comme une relation classique de conseiller, Tout à fait. ce qui n'a pas toujours été le cas, et ce qu'attendent de plus en plus les candidats aujourd'hui. Tout à fait, exactement. Je réagis juste à une remarque de Karine ou Isabelle qui dit vraiment le hiatus, c'est la différence entre ce qui est proposé en termes de promesses et la réalité. Et c'est justement très vrai, on va y venir juste après. C'est que la logique de l'humain, elle est importante, mais ce qui fait la différence aussi maintenant, et ce qui doit continuer à le faire, c'est vraiment le caractère de preuve. On doit aller au-delà d'une simple promesse, d'une marque employeur un peu galvaudée, on va en discuter juste après, de se dire, voilà, c'est quoi en fait les éléments de preuve, les éléments qu'on fait vivre à nos collaborateurs et aux candidats, aussi bien dans l'expérience candidat que dans l'expérience collaborateur, c'est ça aussi qui fait la différence. Et c'est valable à tout niveau des professionnels du RH, qu'on soit cabinet de recrutement ou qu'on soit RH, recruteur, décideur, enfin tout ce qu'on peut imaginer derrière. Donc, comme je viens de le dire, l'idée, c'est aussi de passer en mode preuve. Ça fait partie de nos défis communs pour revenir à nos parties. Qu'est-ce qu'on veut dire là-dedans? On parle en mode preuve. Pourquoi? Puisque là encore, ça va être une lapalissade, mais clairement, c'est hyper important de le souligner, c'est que la marque employeur est le critère numéro 1 des candidats pour postuler. Et les RH nous disent la même chose. Quand on voit sur la slide, on voit à gauche, côté candidat, qu'est-ce qui fait que vous postulez? En 1, la marque employeur, en 2, la qualité des annonces, et en 3, la marque commerciale. Je vais réinsister sur la notion de qualité des annonces. Et côté recruteur, on a à peu près le même trio, la marque employeur en 1, la marque commerciale en 2 et la qualité des annonces en 3. Donc là, on est clairement dans une osmose. On se dit que la marque employeur, c'est un point essentiel pour vraiment faire matcher offre et demande. Et j'insiste juste sur un petit point sur la qualité des annonces. C'est un sujet qui est bien souvent difficile à gérer pour les RH. On voit, nous, dans les clients qu'on accompagne sur ces sujets, sur la partie agence de com, c'est parfois difficile de réaliser cet exercice parce qu'il faut se mettre à la place du persona talent, il faut se mettre à la place de ce qui est vécu vraiment par le collaborateur en entreprise et avoir la qualité, entre guillemets, rédactionnelle de donner cette preuve-là. Donc, on le sait, la marque employeur, c'est le critère numéro 1 des candidats pour postuler, mais c'est pas tout. On doit nécessairement, et du coup, Christophe, je pense que tu vas pouvoir réagir là, à ce moment-là, la changer. C'est un débat qu'on a eu tous les deux précédemment, parce que clairement, c'est ce qu'on se disait tous les deux, la marque employeur, c'est un peu un sujet concept de grandes agences de communication, et au final, on se rend compte aujourd'hui que c'est pas suffisant. C'est pas suffisant, et puis on se rend surtout compte que la marque employeur, c'est un sujet qui a 10 ou 15 ans maintenant. Et c'est vrai que pendant les 5 premières années, c'était plus une notion marketing. Depuis 10 ans, les entreprises s'y sont mis. Et là, aujourd'hui, elles sont toutes en train de se dire, comme on n'y arrive pas, il faut qu'on développe d'autant plus notre marque employeur. Mais si on regarde ce qui s'est passé sur les dernières années, les entreprises qui souhaitaient développer leur marque employeur, on a l'impression qu'elles ont toutes été voir les mêmes agences de com ou les mêmes groupes pour finalement avoir aujourd'hui quasiment toutes les mêmes stratégies. Si vous regardez les stratégies de marque employeur des entreprises, alors vous êtes toutes et tous présents sur LinkedIn, vous êtes toutes et tous présents sur, je ne citerai pas certains sites, mais où on vous a dit que c'était incontournable d'y être, donc aujourd'hui vous y êtes tous.
Sauf qu'effectivement, il y a 5 ans, c'était intéressant. Il y avait peut-être 200 ou 300 entreprises. Aujourd'hui, il y en a 5000. Donc, pour un candidat, ça n'a plus beaucoup d'intérêt parce que si vous regardez la marque employeur de McDo et de ses concurrents, c'est la même. Ils ont toutes la même marque employeur. Donc, finalement, la marque employeur, telle qu'elle est faite aujourd'hui en France, c'est cannibaliser elle-même. C'est-à-dire qu'elle s'annule presque tellement il y a d'entreprises qui font la même chose. Et ce qu'attend le candidat aujourd'hui, c'est un peu ce qu'a fait le succès de TikTok, par exemple, c'est-à-dire l'authenticité. Ce réseau social, il est arrivé en 6 mois, il a explosé, il a fait des millions et des millions de vues. Et on s'est dit, mais c'est quoi ce truc? C'est pas professionnel, ça ressemble à rien, c'est mal filmé. Ouais, mais c'est vrai. Et aujourd'hui, sur le marché du recrutement, les candidats attendent la même chose. Ils n'attendent pas d'avoir une plaquette bien clean, bien lissée, bien marketée. Ah bah tiens, ils ont une belle page LinkedIn. En fait, tout le monde s'en fout aujourd'hui. C'est ça. Voilà. Mm. On veut en parler vrai, on veut de l'authenticité. Alors ça fait des années qu'on dit effectivement la marque employeur, attention à ne pas vous présenter plus beau ou plus belle que vous ne l'êtes. Sinon, les candidats vont partir. Mais en fait, tout le monde fait ça. Et c'est l'erreur principale. Donc aujourd'hui, oui, il faut travailler sa stratégie de marque employeur, mais il faut le faire sur d'autres critères. Je discutais récemment avec des DRH sur des sujets, par exemple, de développement des compétences et de learning, où ils avaient mis en place des super strates de solutions pour leurs collaborateurs avec des catalogues de formation open bar où en fait tu peux te former à ce que tu veux, quand tu veux, etc. Et je leur dis, mais c'est génial. Ça développe du coup l'employabilité du collaborateur, ça lui permet aussi de découvrir d'autres métiers, etc. Et je leur dis, du coup, ça, vous l'avez intégré dans votre process de recrutement? Non. Je dis, pourquoi? Parce que c'est pas le même service. Ah on n'y a pas pensé. Je leur ai dit, donc en fait, dans votre marque employeur, vous expliquez pas que vous avez mis en place ce type de formation pour vos collaborateurs, pour développer leur employabilité, leur ouvrir des pistes, etc. Eh ben non, en fait. Parce que, un, c'est pas le même service au niveau de la DRH, et deux, comme le service recrutement et la direction de la formation ne se parlent pas, ils n'y ont pas pensé, ils ne l'ont pas fait. Alors, c'est ça que le candidat attend aujourd'hui. S'il arrive dans telle entreprise, à quoi je m'attends? Est-ce que j'arrive pour faire un job et voilà, je touche mon salaire et donc je suis salarié? Je suis dans un contrat de travail pour un salaire, pour un job donné? Ou est-ce que je suis considéré comme un collaborateur? C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai mon contrat de travail, j'ai mes missions, mais j'ai aussi d'autres perspectives d'évolution dans l'entreprise et surtout, l'entreprise va développer mon employabilité. C'est ça qu'attendent les candidats aujourd'hui. Donc, il y a effectivement une posture qui doit être changée au niveau de la marque employeur. C'est vraiment ce que tu dis, c'est la notion de raison de croire. Alors, raison de croire, pareil, ça peut faire sourire, ça peut paraître comme une phrase un peu galvaudée de la communication ou la partie conseil, mais c'est vraiment pour moi la traduction littérale de ce que tu dis sur tes authenticités, preuve de dire ce qui est vécu par les collaborateurs. Ton sujet de l'onboarding et de la formation était très juste. C'est que même si les services communication et RH formation se parlent pas, c'est essentiel pour le candidat qu'il ait de la visibilité sur qu'est-ce qu'il va faire, qu'il va croire en son projet, qu'est-ce qui va faire qu'il y a derrière en termes de perspective d'évolution, de formation. Et c'est important de le formaliser, et ce, même dès l'annonce, en fait. On a souvent l'habitude de se dire, on ne va pas dire grand-chose dans l'annonce, c'est pas la peine. Eh bien si, en fait, ça fait partie des sujets. Pendant ce qu'on disait au tout départ, pendant que les RH se demandent comment je peux être plus attractif, les candidats se disent, c'est quoi le projet? Donc, c'est exactement ce que tu viens de résumer. C'est quoi les raisons de croire concrètement au fait de rejoindre une entreprise? Qu'est-ce que l'entreprise va m'apporter, moi, en tant qu'individu, dans mon parcours, dans mes perspectives ou dans ma position au sein même de la société? Et il y a un autre défi commun qui est associé à ça, et ce sera le dernier de nos défis communs, c'est l'engagement. Pareil, ça, ce sont des sujets qu'on entend depuis bien nombre d'années, et ça s'est vraiment accentué sur cette période qu'on a vécue, sur ces 24 derniers mois. Concrètement, niveau engagement, on en est où? Dans notre enquête menée donc avec MyRHline, on allait poser la question aux candidats, quelle est
votre niveau d'engagement dans votre rapport au travail au sens large. C'est-à-dire qu'on est allé chercher à la fois des personnes qui sont en poste, donc des collaborateurs qui sont en entreprise, mais aussi des personnes qui sont en recherche d'emploi. Et ils nous disent, 67% des candidats se disent engagés dans leur rapport au travail. En mai 2021, on était à 80%, 83%. Donc, c'est une baisse de quasi 20 points. Donc, il y a un vrai sujet. Alors qu'en face, les RH nous disent, et là aussi ils sont alignés pour le coup, nous disent 93% des RH, donc c'est quand même presque 100, déclarent que l'engagement, c'est la cause 2022. Cela dit, ça pose aussi une question, ça rejoint un peu ce qu'on disait sur les raisons de croire, c'est pas toujours évident côté entreprise, côté RH, c'est que les RH nous disent, on a mis en place des actions, donc de la communication interne, des events, un travail clairement sur le développement des compétences. Mais aujourd'hui, on est incapable d'en mesurer les effets. Donc pour rejoindre un petit peu le sujet marque employeur et celui-ci, moi, ce que ça m'évoque, en tout cas en termes de je prends parti pour le coup, c'est de me dire, OK, c'est bien de vouloir jouer sur l'engagement. Par contre, il faut toujours être dans l'authenticité, dans le concret et faire des choses concrètes qu'on peut mesurer. Et aussi, ne pas s'arrêter à la phase immergée de l'iceberg, de se dire, voilà, on sait que l'engagement, le principal lien engagement au travail, c'est d'avoir du sens, son équilibre vie privée, vie pro, il y a une petite erreur, et les valeurs. Donc là, c'est la phase qu'on dit, qui est bien jolie, qui dit l'engagement au long terme. Il faut pour le coup, côté RH, s'intéresser aux facteurs de motivation du quotidien, s'inscrire dans le moment présent. Clairement, les candidats nous disent à la question quels sont vos facteurs de motivation au quotidien dans votre travail. On en a 9. Je vais insister sur les 3 premiers. Le premier, c'est l'adéquation à mes valeurs. On est plus une place par rapport à l'année dernière en mai 2021. Et souvenez-vous, ça fait le lien avec pourquoi je rejoins une entreprise, parce que les valeurs sont en adéquation avec les miennes. La deuxième chose, c'est le management, plus 5 places par rapport au classement de la fois précédente. Rappelez-vous, le management, c'est une raison de dire non, je veux partir de mon entreprise, je vais partir de mon entreprise. Et en 3, c'est le fait de pouvoir proposer des solutions. Et ça prend une place. Et petite parenthèse, le cadre de vie au travail, c'est ce que tu as évoqué, à juste titre, Christophe, tout à l'heure. C'est plus si important que ça, en fait. Clairement, le côté goodies que tu citais, baby-foot, bonne ambiance, etc. C'est plus important parce qu'on a aussi été confronté à travailler dans notre chambre ou travailler dans notre salon ou dans notre salle de bain pendant des mois. Donc les collaborateurs se sont aussi rendus compte que tiens, finalement, j'arrive à faire mon job en mettant à peu près dans n'importe quelle condition, entre guillemets. C'est pas si important. Ça n'a pas changé ma vie en professionnelle. Enfin, j'ai réussi à le faire. Donc, le cadre de vie, c'est bien, c'est un plus, c'est indéniable, mais c'est pas la priorité. C'est ça. Le cadre de vie au travail, pardon. C'est ça. Et il y a une petite parenthèse que je veux faire avant de passer à la dernière partie sur le côté développement des compétences, pour qu'on tienne le timing. C'est la notion de pouvoir proposer des solutions qui apparaît à la 3e place côté candidat. Ce qu'on voit en petit sur la slide en bas à droite, c'est que pour les RH, ils citent pouvoir proposer des solutions en dernier lieu. Donc là encore, ça pose question. C'est-à-dire que, pareil, on est toujours dans cette logique de raison de croire, de pouvoir se positionner en étant à l'écoute de ses collaborateurs et ou de ses candidats. C'est le fait de laisser, entre guillemets, libre champ à l'action, à la collaboration, et de laisser le champ libre, bien sûr tout pas égal par ailleurs, mais le champ libre au fait de pouvoir proposer des solutions. Ce qu'on ressent là, c'est qu'en termes d'engagement au travail au quotidien, il y a une nécessité que les collaborateurs puissent laisser leur empreinte, avancer, créer, co-créer avec l'entreprise et être vraiment ancrés dans la réalité. Le dernier facteur d'une notion d'engagement, qui est dans le défi commun, c'est la notion de développement des compétences. Et là, pour terminer sur une note hyper alignée entre candidats et RH, puisqu'on répond quand même à cette question dans notre webinaire, collaborateurs, donc candidats qui sont en poste, collaborateurs comme RH, pensent que l'un des leviers de l'engagement au travail, c'est le développement des compétences. Encore faut-il savoir vers quoi et quelles sont les tendances, quelles sont les envies des collaborateurs pour développer leurs compétences. On le sait, dans le parcours d'un individu, d'un humain, ce qui est important, c'est de pouvoir continuer à apprendre, d'être toujours dans un fil de perspective et d'évolution en apprenant de nouvelles compétences, plutôt, on va dire, comportementales que techniques, pour pouvoir se sentir utile et se sentir en phase avec l'entreprise, se sentir en phase avec la société. Donc, pour vous aider là-dessus, les candidats nous déclarent à 76% qu'ils souhaitent prioriser le développement de leurs compétences sur plusieurs items. Le premier, c'est le management. Le deuxième, c'est la cohésion d'équipe. Et en 3, c'est le développement personnel. Et la notion de développement personnel est là aussi encore, par rapport à l'année dernière, quelque chose qui remonte très fort.
Développement personnel, ça ne veut pas dire se faire plaisir, travailler les accords Toltec. Ça veut dire se dire comment je peux, moi, mieux communiquer avec mes interlocuteurs. Donc, il y a par exemple l'outil DISC. Comment je peux travailler sur qu'est-ce qui me fait avancer, les forces motrices. Enfin voilà, c'est pas que le développement personnel pour se faire plaisir. C'est vraiment quelque chose qui est ancré chez eux pour pouvoir mieux interagir et se sentir concerné par l'entreprise et avoir cette symétrie des attentions que tu citais tout à l'heure, Christophe, sur le sujet. Ouais. Voilà. Je pense qu'on a fait le tour. Petite info peut-être avant de passer aux questions s'il y en a, parce que j'ai pas tout suivi, tout lu. Pour votre information, donc là, vous bénéficiez des résultats, de la présentation des résultats de notre étude candidat RH menée en collaboration, en partenariat avec Christophe et Maïra Ashline en exclusivité. L'étude candidat n'est pas encore parue, elle va paraître dans les prochains jours. Donc, on aura le plaisir pour tous les participants et les inscrits à ce webinaire de vous la transmettre, donc à la fois sur Maïra Ashline et sur notre site CCLD. Donc là, c'est vraiment une exclusivité rien que pour vous. C'est quand même intéressant cette étude et cette tendance parce que vous devez voir qu'on continue beaucoup à parler de grande démission en France. Il y a encore beaucoup de médias qui parlent de ça, la grande démission arrive en France, etc. Mais en fait, si on analyse simplement le marché du travail aujourd'hui, on se rend compte de quoi? Qu'on n'a jamais eu autant d'intentions de recrutement qu'en 2022 en France, qu'on est à un niveau de chômage le plus bas en France depuis toujours, et que finalement, en 2020, il y a eu très peu de démissions. Donc forcément, il y a eu un rattrapage au dernier trimestre 2021. Et pourquoi aujourd'hui, potentiellement, il y a plus de démissions? Parce qu'il y a 10 fois plus d'offres d'emploi, tout simplement. Donc effectivement, on a un changement en fait complet en fait des relations, mais qui est très structurel et qui est fortement lié à l'économie actuelle. Et la question que j'aurais envie de poser, c'est qu'en sera-t-il dans 2 ou 3 ans si le marché de l'emploi recule? Très bonne question. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je pense qu'on a déjà fait, on a déjà fait le tour. Avez-vous le nombre de candidats interrogés sur cette étude? Oui. 750. 750 candidats. Et 205 RH. On a plein de merci. Eh ben, merci beaucoup. Merci Laure. Oui, merci Christophe. Merci à tous pour votre participation. J'ai vu plein de questions. Donc Laure va prochainement diffuser cette étude. Elle sera relayée bien évidemment sur Maïra Ashline. Donc. Et puis, je vois que vous êtes intéressés. Ce qu'on fera, c'est que quand l'étude sera publiée, là, on l'enverra aux participants de ce webinaire. Comme ça, vous l'aurez directement. Parfait, nickel. Ça va être fait incessamment sous peu. D'ici demain, elle sera parue, donc pas de sujet. Super. Et puis, bien évidemment, vous retrouverez le replay de ce webinaire sur Maïra Ashline dès demain. Parfait. Merci. Merci beaucoup. Bonne journée tout le monde. Bonne journée. Au revoir.